4200 missiles. Ce chiffre, à lui seul, devrait faire trembler n'importe quel analyste militaire, parce que ce n'est pas une simulation, ce n'est pas un exercice, c'est la réalité d'une opération américaine en cours, contre l'Iran. Et selon plusieurs sources, les États-Unis auraient déjà tiré plus de missiles que ce qu'ils étaient censés produire sur toute l'année 2025. La question n'est plus seulement militaire, elle devient stratégique, économique, et surtout, dangereusement incontrôlable. Depuis le 28 février, on assiste à une montée en puissance extrêmement rapide. Les États-Unis, en coordination étroite avec Israël, ont déclenché une campagne de frappe d'une intensité rarement vue ces dernières années. Et ce qui frappe immédiatement, ce sont les volumes. Plus de 1200 missiles Patriot ont été tirés. À la base, ces missiles sont conçus pour intercepter, défendre, protéger des zones sensibles contre des menaces aériennes ou balistiques. Mais ici, leur utilisation est massive, répétée, presque industrielle. À côté de ça, Washington a également lancé plus de 1000 missiles Tomahawk. Là, on change de logique. Le Tomahawk, c'est une arme offensive de précision, capable de frapper à très longue distance, souvent utilisée pour neutraliser des infrastructures stratégiques, bases militaires, centres de commandement, installations sensibles. Autrement dit, on a une double dynamique, défense massive avec les Patriot, frappe en profondeur avec les Tomahawk, et c'est cette combinaison qui montre le niveau réel de l'opération. Maintenant, parlons du coût. Un missile Patriot, c'est environ 4 millions de dollars. Un Tomahawk autour de 3,6 millions. Dit comme ça reste abstrait. Mais quand on met les chiffres bout à bout, on dépasse très rapidement les 8 à 9 milliards de dollars. Et ça uniquement pour les munitions tirées, sans compter les avions mobilisés, la logistique, le renseignement, le déploiement naval. On est face à une opération qui brûle des ressources à une vitesse impressionnante. Et surtout, ce niveau d'intensité n'est pas anodin. Ce n'est pas une frappe ponctuelle. Ce n'est pas une démonstration de force limitée. C'est une campagne soutenue, prolongée, qui s'inscrit dans la durée. Et c'est précisément ça qui inquiète les analystes. Quand un conflit commence à consommer autant, aussi vite, c'est qu'il est en train de changer d'échelle. C'est ici que l'on sort du simple constat pour entrer dans une zone beaucoup plus sensible, parce que derrière ces milliers de missiles tirés, il y a une réalité industrielle que le grand public ignore souvent. Ces armes ne se remplacent pas rapidement. Un missile Patriot ou un Tomahawk, ce n'est pas une munition classique. Ce sont des systèmes complexes, produits en quantité limitée, avec des chaînes d'approvisionnement longues et parfois fragiles. Autrement dit, ce que les États-Unis consomment aujourd'hui, ils ne peuvent pas le reconstituer demain. Et c'est précisément là que l'alerte monte. Selon plusieurs signaux, les stocks américains atteignent désormais un seuil jugé préoccupant. Pas critique au point de tout arrêter immédiatement, mais suffisamment bas pour obliger le Pentagone à prendre des décisions inhabituelles. Par exemple, puiser dans les réserves stationnées en Europe et en Asie. Et ça, ce n'est pas anodin. Ces stocks sont là pour répondre à d'autres scénarios, une crise en mer de Chine, une tension avec la Russie, ou toute autre urgence stratégique. En les mobilisant pour ce conflit, les États-Unis prennent un risque calculé, mais réel, celui de se retrouver moins préparés ailleurs. Et derrière cette tension, il y a un autre problème, plus discret mais tout aussi important, la capacité de production. Même en accélérant les cadences, l'industrie de défense américaine ne peut pas multiplier sa production du jour au lendemain. Entre les contraintes technologiques, les composants critiques et les délais industriels, on parle souvent de mois, voire d'années. Donc chaque missile tiré aujourd'hui creuse un écart entre ce qui est consommé et ce qui peut être remplacé. Et cet écart, s'il continue de grandir, peut finir par limiter les options militaires elles-mêmes. C'est là que le conflit change de nature. On ne parle plus seulement de stratégie sur le terrain. On parle d'endurance, de capacité à tenir dans la durée. Et dans les guerres modernes, ce n'est pas toujours celui qui frappe le plus fort au départ qui l'emporte, mais celui qui peut continuer à frapper quand les autres commencent à manquer. En face, il faut bien comprendre une chose. L'Iran ne joue pas la même partition, mais il joue sur la durée. Téhéran n'a ni les mêmes moyens, ni la même doctrine que les États-Unis, mais il compense avec une stratégie asymétrique, beaucoup plus diffuse, beaucoup plus difficile à contenir. Concrètement, les premières représailles ont déjà eu lieu. Des frappes ont visé Israël, mais aussi des installations américaines dans plusieurs pays du Golfe. Et ce n'est probablement qu'un début.
Parce que la force de l'Iran, ce n'est pas seulement son armée directe, c'est tout un réseau d'alliés et de groupes affiliés dans la région. Liban, Irak, Syrie, Yémen, autant de points d'appui capables de multiplier les fronts, de disperser la pression et surtout d'épuiser l'adversaire dans le temps. C'est une guerre d'usure qui peut s'installer, et plus elle dure, plus elle devient imprévisible. Autre élément clé, les frappes ciblées. Si les informations se confirment sur la mort de hauts responsables iraniens, on change complètement de registre. Là, on ne parle plus de frappe militaire classique, on parle de décapitation du commandement. Et dans ce type de situation, la réponse n'est presque jamais proportionnée. Elle est politique, symbolique, et souvent beaucoup plus brutale. Parce que pour le pouvoir iranien, reculer n'est pas une option. Céder, ce serait perdre la face à l'intérieur du pays, mais aussi affaiblir toute sa posture dans la région. Donc la logique devient simple et inquiétante. Répondre, montrer qu'on tient, et frapper suffisamment fort pour dissuader, sans déclencher une guerre totale. Le problème, c'est que cet équilibre est extrêmement fragile. Une erreur de calcul, une frappe de trop, une cible mal interprétée, et on peut basculer très rapidement dans une escalade incontrôlable. Aujourd'hui, on est précisément dans cette zone grise. Un conflit déjà ouvert, mais pas encore officiellement assumé comme une guerre totale. Et c'est souvent dans ces moments-là que tout peut déraper. Ce que révèlent tous ces éléments, mis bout à bout, ce n'est pas simplement une opération militaire intense, c'est un changement de nature du conflit. On n'est plus dans une logique de frappe ponctuelle, ni même dans une démonstration de force classique. On est en train d'entrer dans une dynamique d'engagement prolongée, avec tout ce que ça implique, d'abord sur le plan économique. Des milliards de dollars dépensés en quelques semaines, ce n'est pas neutre. À ce rythme, la question du coût devient stratégique, parce qu'une guerre moderne ne se gagne pas uniquement sur le terrain. Elle se gagne aussi sur la capacité à financer l'effort dans la durée, sans déséquilibrer le reste. Ensuite, sur le plan militaire, les stocks qui diminuent, la production qui ne suit pas immédiatement, les ressources qui se déplacent d'une région à une autre. Tout ça montre une chose. Les États-Unis ne gèrent plus seulement une opération, ils arbitrent entre plusieurs risques globaux. Et ça, c'est typique des conflits qui s'étendent. Mais le point le plus critique reste politique. Chaque frappe, chaque riposte, chaque perte humaine importante rapproche un peu plus les acteurs d'un seuil difficile à franchir ou à éviter. Parce qu'à partir d'un certain niveau de tension, les décisions ne sont plus uniquement rationnelles. Elles deviennent émotionnelles, symboliques, parfois irréversibles. Et c'est là que le danger est maximal. Aujourd'hui, personne ne parle officiellement de guerre totale. Mais tous les ingrédients sont là. Une intensité élevée, des ressources massives engagées, des représailles en chaîne, et surtout, une difficulté croissante à revenir en arrière. La vraie question, désormais, n'est plus seulement qui domine, c'est qui contrôle encore l'escalade. Parce que dans ce type de situation, l'histoire l'a souvent montré. Ce ne sont pas toujours les plans initiaux qui décident de l'issue, mais les dérapages. Et quand ils arrivent, il est généralement déjà trop tard pour les arrêter.